Voilà, de retour sur ce plateau, nous recevons Idrissa Condé, notre analyste de toutes les soirées. Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes enseignant, chercheur, analyste politique, professeur de droit et aussi de relations internationales dans les universités guinéennes. Aujourd'hui, vous êtes dans ces institutions justement supérieures. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut dire directement par rapport aujourd'hui à la célébration de la Journée internationale des femmes? Je pense que c'est une grande fête pour les femmes dans le monde entier. Je pense que cette journée est consacrée justement aux droits de la femme. Ça permet justement de faire le point sur le respect du droit de la femme dans toute sa globalité. Est-ce qu'aujourd'hui, les conventions internationales relatives aux droits des femmes sont appliquées dans les 192 États membres des Nations Unies? Donc aujourd'hui, cette célébration est une célébration très importante. Vous connaissez l'historique avec les femmes américaines qui ont été au devant pour défendre justement les droits des femmes aux États-Unis. Et depuis, c'est devenu, depuis les années 1900, une fête internationale pour les femmes. Et aujourd'hui, à travers le monde entier, de Paris à Conakry, en passant par Dakar, New York, Washington, partout dans le monde, les femmes se mobilisent justement pour célébrer non seulement la fête, mais également faire le point sur l'état des lieux par rapport au respect des droits des femmes dans le monde. Faire un diagnostic aujourd'hui de la situation des femmes, pour vous, quand vous observez les femmes en général aujourd'hui à travers le monde, est-ce qu'il y a, disons, une évolution en termes d'équité, de genre, sur la scène internationale? Absolument. Écoutez, aujourd'hui, les femmes sont associées à toutes les prises de décision. Nous avons des femmes chefs d'État, nous avons des femmes chefs de gouvernement, nous avons des femmes présidentes de l'Assemblée nationale, nous avons des femmes ministres. Je pense qu'aujourd'hui, le principe de l'équité entre les genres est une réalité. L'équité entre les genres est devenue une réalité. Et aujourd'hui, dans tous les pays démocratiques du monde, et même dans les pays de monarchie, on a vu par exemple en Arabie Saoudite, où il était interdit aux femmes de conduire. Récemment, les autorités royales saoudiennes avaient même autorisé les femmes à conduire des véhicules. Donc je pense que dans la société internationale, il y a une évolution graduelle par rapport justement au respect des droits de la femme. Et je pense que c'est une innovation. En même temps, c'est la consécration de l'expression de la volonté des États de par le monde de faire la promotion des droits de la femme. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, il faut peut-être continuer de former, d'insister sur l'éducation. Comme dirait l'autre, l'éducation, c'est la clé. La formation, l'instruction, c'est la clé de la réussite pour les femmes, notamment en Afrique, où il y a encore une grande pauvreté des femmes africaines. Je pense qu'il faut se battre justement pour qu'en Afrique, les femmes sortent de la pauvreté, mais également de l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, le mal qui guette justement les femmes africaines, c'est la pauvreté et l'ignorance. La pauvreté et l'ignorance, vous en parlez dans cette émission, mais cet autre aspect, certainement on va l'aborder dans cette émission. Nous venons avec l'aspect justement aujourd'hui, quand vous observez les femmes sur le continent, je vais parler de l'Afrique, particulièrement aussi en Guinée. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui elles sont en train de gagner des combats? Mais évidemment, il y a beaucoup de femmes qui ont réussi quand même leur ascension dans leur entreprise, mais également à des postes de responsabilité. Vous voyez par exemple dans notre pays, vous avez une femme qui est ministre de l'action sociale, de la promotion féminine. Il y a une femme qui est ministre de la coopération internationale. Il y a une autre femme qui est ministre de l'intégration africaine. Elles sont presque 4 personnes dans ce gouvernement, alors que le gouvernement qui a précédé, il y avait 8 femmes. Ce n'est pas finalement, est-ce qu'une évolution, une progression dans la représentativité des femmes? Vous faites bien de le rappeler parce que l'on va partir avec cet aspect. Déjà, dans le gouvernement, s'il n'y a que 4 femmes, et aussi au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, même si le mandat est fini, le mandat a été prorogé, il se trouve que le quorum aussi, le quota alloué aux femmes dans cette institution républicaine n'est pas du tout atteint, même si il faut reconnaître aussi à côté, bien sûr, comme par exemple au Conseil économique et social, il y a, on a une femme. Voilà, c'est extrêmement important. Mais ce que j'ai envie de dire et qui est très important, c'est que dans la généralité des cas, nous avons une situation où les femmes sont en situation de responsabilité. Je pense que c'est l'aspect le plus important. Maintenant, je suis d'accord qu'on a connu une réduction du nombre de femmes représentées dans le gouvernement du président Alpha Condé, mais également au Parlement. Donc, il faut travailler déjà sur le mécanisme institutionnel qui permet aux femmes d'être
candidate justement pour les élections. Aujourd'hui, on a une femme, par exemple, qui est maire de Conakry, dans une des communes de Conakry, notamment la commune de Kaloum. On a Madame Touré. Il y a aussi... La chose qu'il faut signaler à ce niveau, justement, elle a été candidate indépendante. Évidemment. Et tous les partis politiques de Guinée, finalement, n'ont pas présenté quand même de candidats comme tête de liste dans les grandes communes. Ce que j'ai envie de dire... On a l'impression que les femmes, quand même, sont toujours recalées à une position un peu plus en arrière par rapport, justement, aux listes de candidatures des partis politiques dans le pays. Oui, mais parce que, justement, les femmes qui prennent l'initiative, Madame Touré, par exemple, a pris l'initiative d'aller à ces élections, elle a risqué et à l'arrivée, elle est sortie gagnante. Je pense qu'il faut que les femmes aussi aient de l'ambition. Il faut que les femmes aient de l'ambition, il faut qu'elles aient des projets politiques, il faut qu'elles participent justement au débat politique et institutionnel dans la société. On ne peut pas prendre les femmes parce qu'on a envie de faire l'équité entre les genres pour les mettre justement devant des situations de commandement alors qu'elles n'en ont pas la capacité. Je pense déjà que les femmes qui ont été à l'école et qui ont un niveau intellectuel aujourd'hui plus ou moins s'en sortent au sein de l'administration, au sein des institutions. Et je pense qu'il faut continuer ce travail professionnel qui consiste justement à accompagner cette gente féminine pour son autonomisation et sa responsabilisation. Voilà, cette autre question. Aujourd'hui, vous observez dans les rues les filles qui font la vente à la sauvette entre les véhicules à Conakry. On a l'impression que partout dans le pays, les filles vont plus dans les marchés pour vendre que de partir à l'école. Aujourd'hui, pour vous, quel regard, quelle réaction justement sur cet état de fait? C'est le symptôme des pays en développement, c'est les caractéristiques du sous-développement, pour reprendre François Pérou en politique économique ou en économie politique. Ce sont les symptômes du sous-développement. Le jour où on aura un pays où il y aura moins de pauvres et plus de riches, vous verrez que cette tendance va disparaître. Mais pour l'instant, il faut rappeler le taux de pauvreté en Guinée. Il s'est accru. Aujourd'hui, on dit que plus de 60% de la population guinéenne vit avec moins d'$1 par jour. Donc, on a plus de pauvres en Guinée que de riches. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les familles qui ont une certaine capacité financière amènent leurs enfants à l'école. Mais ceux-là qui n'ont pas les moyens justement de payer la scolarité de leurs enfants, de suivre de près l'éducation de leurs enfants, difficilement, ces enfants, quand ils commencent un parcours scolaire, le terminent, c'est-à-dire arrivent au secondaire, ensuite au lycée et à l'université. Je pense que cette transaction ou cette transition entre l'élémentaire, le secondaire et l'université doit être poursuivie et en même temps, l'État doit veiller avec la vulgarisation justement du droit des enfants, du code de l'enfant, mais également en faisant en sorte qu'il y ait une police justement des mœurs qui puisse procéder à un travail technique de protection des enfants. Et alors nous revenons tout à l'heure, juste après cette pause, pour continuer à parler de cette journée dans votre émission Analyse.